Imaginez un instant l'océan vu d'en haut. Des milliers de navires sillonnent les mers, chacun transportant une cargaison invisible mais vitale, de l'énergie. Depuis plus d'un siècle, le pétrole circule ainsi, discrètement, mais il reste au cœur de la puissance mondiale. Celui qui contrôle les routes maritimes, les flux énergétiques et les points d'étranglement contrôle, en réalité, une partie du destin économique de la planète. Pendant longtemps, les États-Unis ont dominé cet ordre énergétique mondial. Ils ont imposé leurs règles, leurs sanctions, leurs alliances, convaincus que le pétrole pouvait être utilisé comme une arme stratégique. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Une crise silencieuse est en train de se jouer, loin des discours officiels, loin des sommets diplomatiques. Au cœur de cette crise, le Venezuela, la Chine et une flotte pétrolière que Washington pensait pouvoir neutraliser. Une confrontation indirecte, sans déclaration de guerre, mais dont les conséquences pourraient redessiner l'équilibre énergétique mondial. Cette situation n'est pas seulement une affaire de barils de pétrole. Elle révèle une transformation profonde, la fin progressive d'un monde où une seule puissance pouvait dicter les règles. Et c'est précisément ce que nous allons analyser. Lorsque les États-Unis renforcent leurs sanctions contre le Venezuela, l'objectif est clair, asphyxier économiquement le régime de Caracas. Washington fait partie d'un raisonnement simple. Sans accès aux marchés internationaux, sans acheteurs pour son pétrole, le Venezuela finirait par céder, politiquement et économiquement. Sur le papier, la stratégie semble logique. Le pétrole représente l'essentiel des revenus du pays. Couper cette source, et l'État s'effondre. C'est une méthode déjà utilisée ailleurs, notamment contre l'Iran. Mais ce raisonnement repose sur une hypothèse dangereuse, celle d'un monde énergétique encore totalement contrôlé par l'Occident. Or, ce monde n'existe plus vraiment. Les sanctions fonctionnent tant que les alternatives sont limitées. Mais dès que d'autres puissances sont prêtes à contourner ces règles, le blocus devient imparfait, voire contre-productif. C'est exactement ce qui va se produire avec la Chine. Face aux sanctions, le Venezuela ne disparaît pas du marché. Il se transforme. Des navires changent de pavillon, des sociétés écrans apparaissent, les systèmes de localisation sont parfois coupés. On parle alors de « flotte fantôme ». Ce n'est pas une nouveauté. L'Iran et la Russie ont déjà utilisé ces méthodes. Mais ce qui change ici, c'est l'ampleur et surtout le soutien implicite d'une grande puissance, la Chine. Ces navires transportent du pétrole vénézuélien vers des raffineries asiatiques, souvent après plusieurs transbordements en mer. Le trajet est plus long, plus coûteux, mais il fonctionne. Et surtout, il échappe en grande partie au contrôle américain. D'un point de vue juridique, tout est volontairement flou. Ce n'est ni totalement légal, ni clairement illégal. C'est une zone grise, et dans le commerce international, les zones grises sont souvent les plus efficaces. Mais pourquoi ce pétrole est-il si particulier? Le brut vénézuélien est extrêmement lourd. Il ne peut pas être raffiné n'importe où. Seules certaines installations, très spécifiques, sont capables de le traiter efficacement. Pendant des années, ce sont justement les raffineries américaines, notamment sur la côte du golfe du Mexique, qui dépendaient de ce pétrole. Ironie de l'histoire, les États-Unis ont bâti une partie de leur infrastructure énergétique autour d'un pétrole qu'ils cherchent aujourd'hui à bloquer. La Chine, elle, a investi massivement dans des raffineries adaptées. En Asie, mais aussi au Moyen-Orient, notamment à Oman et en Malaisie. Ces investissements n'ont pas été faits par hasard. Ils s'inscrivent dans une vision à long terme, sécuriser l'approvisionnement énergétique chinois, quelles sont les sanctions occidentales. Malgré ces débouchés alternatifs, le Venezuela reste fragile. La production pétrolière a chuté au fil des années. Manque d'investissement, infrastructures vieillissantes, fuite des compétences. Le pays paie le prix de décennies de mauvaise gestion et de pressions extérieures. Lorsque les stocks sont saturés, certains puits doivent être fermés. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, fermer un puits de pétrole lourd n'est pas anodin. Dans certains cas, la production ne peut jamais reprendre. Le dommage est irréversible. C'est là tout le paradoxe, même si la Chine absorbe une partie de la production, le Venezuela perd progressivement sa capacité à produire autant qu'avant. Chaque baril non exporté à temps est parfois un baril perdu pour toujours. Pour Pékin, le Venezuela n'est pas seulement un fournisseur de pétrole. C'est une pièce sur un échiquier beaucoup plus vaste. La Chine sait que l'énergie est le nerf de la guerre économique.
Sans énergie, pas d'industrie, pas de croissance, pas de stabilité sociale. En sécurisant ses approvisionnements, la Chine a réduit sa vulnérabilité face aux pressions américaines. Elle montre aussi à d'autres pays sanctionnés qu'il existe une alternative. Une autre voie, plus discrète, moins idéologique, mais terriblement efficace. Ce modèle vestimentaire. En Afrique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, de nombreux États observent attentivement cette stratégie. Et certains commencent à s'en inspirer. Face à cette situation, Washington se retrouve coincé. Intervenir militairement pour bloquer physiquement ces navires serait une escalade majeure. La présence de la Chine change complètement la donne. Aucun affrontement direct n'est souhaitable. La marine américaine reste puissante, mais elle ne peut pas tout faire sans conséquences. Un incident en mer, une interception mal exploitée, et la crise pourrait dégénérer rapidement. Résultat, le blocus existe sur le papier, mais il est de plus en plus difficile à appliquer dans la réalité. Cette fragmentation du marché pétrolier a des effets globaux. Les flux énergétiques deviennent plus complexes, moins transparents. Les prix deviennent plus volatiles. Les marchés perdent leurs repères traditionnels. En Europe, cette situation rappelle brutalement la dépendance énergétique du continent. En Afrique, certains pays voient dans ce désordre une opportunité de négociation. En Asie, la sécurisation des routes énergétiques devient une priorité stratégique. Le pétrole, autrefois symbole de stabilité, devient un facteur d'incertitude. En voulant utiliser le pétrole comme une arme, les États-Unis contribuent paradoxalement à affaiblir leur propre influence. Chaque sanction pousse les pays concernés à innover, à contourner, à s'émanciper du système dominé par Washington. À long terme, ce sont les mêmes règles du commerce mondial qui changent. Moins de transparence, plus de réseaux parallèles, plus de méfiance. Un monde plus fragmenté, mais aussi plus difficile à contrôler. Ce qui se joue aujourd'hui entre les États-Unis, le Venezuela et la Chine dépasse largement la question du pétrole. C'est une transformation profonde de l'ordre mondial. Un monde où la puissance ne repose plus uniquement sur la force militaire ou les sanctions, mais sur la capacité à créer des réseaux, à anticiper, à s'adapter. Le pétrole reste une arme, mais une arme instable, imprévisible. Et dans ce nouveau paysage, ceux qui pensent encore pouvoir imposer leur volonté seuls risquent de se heurter à une réalité plus complexe. Le monde entre dans une ère où l'énergie ne circule plus selon des règles simples. Une ère de zones grises, d'alliances silencieuses et de stratégies à long terme. Et cette ère ne fait que commencer.